Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups là, mon micro ne veut pas travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon? Tu tiens debout tout seul? Il tient debout tout seul. Bonjour, j'espère que ça va bien, j'espère que tout le monde va bien. Salut StyrFR, salut Monsieur Nivan, salut Sectaire, Coin du futur, Sheldon, Shizuka-san, Ultraman Godzilla, Hackerback, bienvenue tout le monde. Salut Idriss Elbot aussi, parce que si je le dis pas, on va me reprocher de pas dire bonjour à Idriss Elbot et après il est triste et tout. Salut GUT, Fratus, bonjour tout le monde. Pas trop dur le réveil après le stream nocturne, un petit peu, mais ça va. On s'en sort, on s'en remet. J'ai décortiqué un peu, décortiqué un peu pour vous la conf AMD. Si jamais vous l'aviez raté, mes cheveux sont en bordel, c'est pas possible. Attendez, je coiffe un peu là, hop. C'est désagréable après. En plus avec le casque. Tac, c'est mieux. J'ai décortiqué un peu la conf. Si jamais vous dormiez cette nuit ou si jamais vous n'avez pas compris quelque chose qui avait été annoncé hier, eh ben on est là pour ça. Salut Toxin. On va décortiquer un peu tout ça. On va faire ça en 1 heure max. Comme ça au moins je vous endors pas en vous parlant de TDP, de watts, de gigahertz et de transistors. Des cheveux insane, merci. Ces gens qui ont des problèmes de cheveux. Oui, bah écoute, oui, c'est vrai que j'ai pas des problèmes de cheveux que d'autres personnes pourraient avoir. J'ai pas de problème d'absence de cheveux en ce qui me concerne. J'en ai presque trop, mais bon. 1 heure max, vous l'avez. Ouais, non, mais parce que voilà, j'ai pas envie que ça dure. J'ai pas envie que ça dure des milliards d'années. Je pense qu'en 1 heure, on peut faire le tour du truc. La conférence elle-même était pas très longue, mais il y a 2-3 trucs qui méritent d'être un peu expliqué, un peu décortiqué. Salut Miles Devils et salut Malax. C'est honteux. Mais voilà. Non, mais je pense que ça vaut le coup un peu de décortiquer un peu ce qui a été montré hier. Voilà, je vais laisser un peu le temps aux gens quand même de s'installer. Il est 18h pile, mais enfin bon, on n'est pas aux pièces, hein. En plus, je me suis rendu compte juste après avoir lancé la boucle d'attente que j'avais oublié de faire la vaisselle. Donc de toute façon, je vais pas pouvoir partir trop tard parce qu'il va falloir que j'aille faire la vaisselle. Faites chauffer vos alim 1000 watts, c'est tellement ça. Salut Hack. Donc du coup, il va falloir un petit peu que je traîne pas trop. Mais évidemment, si vous avez des questions pendant le stream, on va essayer d'y répondre un petit peu à la fin quand même. Je vais pas partir comme un voleur. Mais bon, de toute façon, ça devrait aller assez vite. Ces problèmes de gens responsables. Bah oui, non, mais je peux comprendre. Mais non, mais c'était quand même cool hier. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec Daz, qui a hébergé le truc sur sa chaîne. Puis après, on a fait une after party sur le stream où j'ai joué un peu à Guilty en racontant des conneries. Mais non, c'était cool. On a pu faire ça avec Daz. On a échangé un peu et tout. C'était sympa. On a découvert un peu tout le bazar. Ça parle de tech et ça n'a même pas de lave-vaisselle. Eh non, j'ai utilisé. Mais c'est un geste pour la planète aussi de pas avoir de lave-vaisselle. Moi, je fais ma vaisselle moi-même. Parce que je suis un grand qui pense à sa consommation d'eau, quand même. Et à sa consommation électrique. Évidemment. Consommation électrique, d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Vous pouvez le croire. Pourquoi ma webcam galère avec les rideaux rouges derrière? Je sais pas si vous voyez. Ça fait des... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais bref. La webcam galère avec les rideaux rouges derrière, ma foi. Il faut pas se poser de questions. Mes rideaux ne bougent pas, pourtant. Écoutez, hein. Paraît que le lave-vaisselle consomme moins d'eau quand on fait la vaisselle à la main. Bah tout à fait, voilà. C'est un peu l'idée. Le lave-vaisselle, c'est plus écolo. Ah, peut-être, remarque. Peut-être. Un lave-vaisselle utilise moins d'eau que laver à la main, je me rends pas compte. Vraiment, c'est sûr ça? En fait, j'ai jamais calculé quel volume d'eau il me fallait pour... J'ai jamais calculé quel volume d'eau il me fallait pour faire la vaisselle en réalité. Donc, ne pas faire la vaisselle, c'est encore plus écolo. C'est vrai, chez Tipix. C'est vrai. Se faire livrer toute sa bouffe dans des containers en carton, c'est encore plus écolo. Encore que je sais pas, parce que du coup, faut faire des containers en carton. Et puis après, il y a le livreur, s'il est pas à vélo. Mais bon, ça donne du goût.
Un lave-vaisselle, c'est genre 13 litres à chaque lavage. J'utilise probablement plus de 13 litres pour un lavage. Ouais. Là, avec la vaisselle que j'ai à faire, je vais probablement utiliser plus de 13 litres. Ouais. Effectivement. Un robinet ouvert, ça peut facilement atteindre plus de 10 litres par minute. Alors, je mets pas le truc à fond non plus, hein, mais bon. Salut, Longost. Je vis seul et je remplis mon lave-vaisselle en 5 jours. Alors évidemment, pour une personne seule, oui, si tu fais tourner le lave-vaisselle une fois par semaine, c'est probablement beaucoup plus économique que de faire ta vaisselle à la main. Ouais, probablement. Ouais, ça, très clairement. Tant que tu coupes le wifi dans ton jet privé. Mais c'est exactement, voilà, exactement. J'ai un jet privé, mais je coupe le wifi dedans quand j'y suis pas. Donc du coup, ça va. Je pense que niveau pour la planète, et j'envoie pas trop de mails aussi. Je pense que pour la planète, je suis bien. Allez, bim, mettons-nous là. On va faire un peu notre récap. Alors attendez, il faut que je vérifie que ça capture bien comme il faut. Normalement, il y a la vidéo d'AMD. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Tac. Bon, on va pas se remater toute la conf. En fait, ce que j'ai fait, parce que là, j'ai mis la vidéo YouTube en attendant. Mais on va pas se remater toute la conf en entier. J'ai juste sélectionné quelques slides qui viennent de la conf. Alors c'est pas des slides que j'ai pu faire moi-même, c'est pas des captures que j'ai pu faire moi-même, malheureusement, parce que j'avais juste pas accès aux captures elles-mêmes et j'avais pas le temps de faire une demande à AMD pour qu'ils me donnent accès au truc avant ce stream maintenant là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le récap de Gamers Nexus. Et j'ai sans aucune honte récupéré leurs slides à eux, tout simplement parce que c'est pas leurs slides à eux concrètement, c'est les slides d'AMD. J'ai juste viré leur watermark dessus, parce que c'est pas eux qui ont fait les images. Ce sont les images qui viennent d'AMD que j'ai pas pu me procurer moi-même. Mais bon, par souci d'honnêteté et de transparence, je vous signale que les images viennent à la base d'AMD et que je les ai reprises chez TechJesus. Donc je fais un coucou à TechJesus en passant. Donc voilà, allons-y directement sur les slides. Bim. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé cette nuit? Je vous avais dit, on en avait parlé longtemps dans les revues de presse, tous les hot tech qu'on fait les lundis, machin, on avait parlé déjà beaucoup des Ryzen 7000 qui devaient annoncer, on savait pas trop ce qu'il y aurait. J'ai volontairement pas trop traité, j'espère que là l'image est bien, ouais vous voyez bien là, j'ai volontairement pas trop traité les rumeurs à propos des CPU parce que je savais que les annonces allaient arriver, qu'on allait avoir des données vachement plus fiables puisqu'elles venaient directement de chez les constructeurs. Donc ça me paraissait plus intéressant. Du coup les voilà. Alors la première donnée intéressante qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant avec certitude et qui nous a été donnée hier, c'est bon, non seulement la date de sortie du 27 septembre, ça on s'en doutait un petit peu, donc maintenant c'est confirmé, mais c'est surtout les prix. Alors on s'attendait à ce que les Ryzen 7000 coûtent cher. La réalité c'est que les prix qu'on voit là sont quasiment à peu de choses près les mêmes que ceux des Ryzen 5000. Ce qui veut quand même dire que c'est vachement élevé parce que les Ryzen 5000 coûtaient déjà super cher pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils étaient quoi. Ça les rendait vachement moins intéressants que les Intel à l'époque de leur sortie. Du coup là on est sur des prix qui sont à peu près les mêmes. Donc 300$ pour le Seeker, en vrai c'est vachement cher. C'est vachement cher. C'est-à-dire qu'on est exactement sur le même prix qu'un Ryzen 5 5600, mais on est sur un Seeker les Seekers, il y a encore 4-5 ans, ça coûtait moins de 200 balles, quoi. Ça coûtait moins de 200 balles. Aujourd'hui, on est à 200$. Alors, une chose à préciser aussi, c'est que vu la gueule du marché actuel, et en rajoutant les taxes et en rajoutant tout ça, le prix européen va être, à mon avis, plus proche des 400€ que des 300, malheureusement. Ouais, Longos, tu dis 330, 350. Malheureusement, la conversion euro-dollar, actuellement, 1 dollar vaut 1 euro. 350, c'était valable à l'époque où le dollar, 1 euro valait vachement plus que le dollar. Maintenant que l'euro et le dollar valent le même prix, à peu de choses près, moi je m'attends à une conversion qui va faire extrêmement mal. Donc en plus, en rajoutant les 20% de TVA en plus, je m'attends à des prix, parce que là ce sont des prix hors taxes. Effectivement, c'est une tradition américaine de mettre des prix hors taxes puisque les taxes sont différentes pour chacun des 50 États.
Donc c'est plus facile pour eux de mettre des prix hors taxe. À mon avis, on va se bouffer des CPU Seeker qui vont coûter pas loin de 400 balles, donc genre du 370, 380 euros, je serais pas vraiment surpris. On va voir, on n'a pas encore eu d'annonce concrète sur les prix européens, ça devrait pas tarder. Mais voilà, je suis pas extrêmement rassuré pour ça. Les autres modèles, pas de surprise au niveau des prix, ce sont les mêmes quasiment que pour la série 5000. Il y a simplement le Ryzen 9 7950X qui est entre guillemets une bonne surprise parce que le 5950X coûtait 800 $, et là il sort à 700 $. Donc bon, il reste toujours extrêmement cher, ça reste toujours un CPU qui est complètement overkill pour 90% des usages que vous allez en faire. Salut Asgard. Donc c'est pas forcément celui que vous allez acheter, celui qui va vous intéresser plus que ça, mais il a une petite baisse de prix par rapport à la génération d'avant, pourquoi pas. Ça veut quand même dire qu'on va se le farcir en Europe, comme je disais, avec ces histoires de conversion de prix qui ont été vachement réajustées dernièrement, plus les taxes, on va se le bouffer quand même à 800 et quelques euros je pense en Europe. Donc voilà. Pour la suite, on va regarder un peu les specs. Ah si, un point quand même à préciser sur cette slide là, ça nous dit sortie le 27 septembre. Un truc, on en avait déjà parlé ça aussi dans un précédent Hot Tech. Un truc à noter sur cette histoire de sortie le 27 septembre, c'est que officiellement ça sort le 27 septembre. En vrai, c'est-à-dire chez LDLC, à la Fnac, chez Amazon, tout ça, attendez-vous à ce qu'il soit plutôt dispo autour de fin octobre ou peut-être même de novembre. C'est souvent des sorties où au début c'est très difficile de mettre la main dessus et quelques semaines voire quelques mois plus tard ça commence à être un peu plus intéressant. Voilà. Salut Tamouz, petite question hors sujet, je croyais avoir compris que c'était pas très utile en conso, bande passante de stream en 1080p, que c'est mieux en 720 ou 940. Non, c'est intéressant de streamer en 1080p tout simplement parce que tu as une meilleure image. Après, ça dépend des capacités de ton PC. Si ton PC a du mal à suivre en 1080p, ça vaut le coup de descendre à 720 ou à 940. Mais sinon, si tu peux streamer en 1080p, il vaut mieux le faire. Et si ta bande passante le permet, il faut pouvoir balancer du 6 mégaoctets par seconde. Tout le monde ne peut pas le faire ça. Il vaut mieux avoir la fibre, en tout cas. Mais sinon, si tu réponds à tous les prérequis, il vaut mieux streamer en 1080p. C'est toujours mieux. Tout dépend de ce que tu streams, oui, mais bon. Moi, j'ai tendance à dire que si tu peux te le permettre, il vaut mieux toujours streamer en 1080p. Alors, donc, regardons les 4 modèles qui ont été présentés au niveau des perfs. Il y a un premier point intéressant, moi, que je voulais noter. Déjà, c'est que tous les CPU ont une fréquence qui dépasse les 5 GHz. Alors, ça paraît con comme ça, parce que Intel le fait, mine de rien, depuis déjà un petit moment. Notamment sur ses très haut de gamme, pas forcément sur les modèles un peu en dessous. Mais là, AMD se permet de sortir des CPU qui dépassent tous, alors uniquement en fréquence de boost, hein, parce qu'on voit qu'en fréquence de base, ils sont tous à 4.5, 4.7, autour de ça. Mais c'est intéressant de voir que tous, en fréquence de boost, ils dépassent les 5 GHz. On va voir un peu plus loin que ça va être intéressant pour certains trucs. Après, ça reste assez spécifique, tout le monde n'a pas besoin de 5 GHz pour tout faire, mais dans l'absolu, c'est comme toujours, pour un CPU, toujours mieux d'avoir plus. Ça peut servir, ça peut aider un petit peu. Mais voilà. Deuxième info qui, moi... Alors, le core count, là, vous voyez qu'il n'a pas bougé. Hein, le core count reste précisément le même que dans les précédents modèles. Mais moi, la deuxième info qui m'a franchement marqué avec cette annonce, c'est le TDP. Le TDP des CPU qui est pour certains modèles en très très forte hausse. Alors notamment sur les flagships, c'est-à-dire les 7900 et 7950X. 7900-7950X, on a des TDP qui montent jusqu'à 170 watts, ce qui est énormissime. GUT, tu demandes est-ce qu'il n'y a pas de 3D cache sur cette gêne? Pas pour l'instant, à mon avis, ils vont faire comme pour les 5000. Ils vont d'abord sortir toute la gamme d'un coup et après sortir plus tard les modèles avec un 3D cache. Comme il l'avait fait pour le 5800X 3D qui était sorti quelques mois plus tard. Mais pour l'instant, je pense qu'ils vont d'abord faire toute leur gamme et après sortir les versions améliorées ou les repackaging et les trucs comme ça pour plus tard. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, le TDP, on va parler un peu du TDP des CPU parce que je le trouve énormissime, gargantuesque pour certains modèles. Le 7950X qui bouffe 170 watts de TDP quand le 5950X avec 105 watts. C'est énormissime. Et surtout, un truc qui me choque encore plus, c'est que autant tu te dis, bon, le CPU le plus cher et le plus performant, c'est celui qui a consommé le plus,
ils ont augmenté, pourquoi pas, peut-être qu'il fallait le faire. Mais pour le 7600X qui va être le Seeker et qui va être a priori le CPU qui va être parmi les plus vendus dans la gamme parce que le plus intéressant pour les joueurs en termes de performance prix et de ce genre de choses, il monte quand même à 105 watts, ce qui est une augmentation énorme par rapport aux 65 watts du 5600X. Je trouve ça absolument incroyable. Du coup, il faut quand même parler de ça parce qu'on va voir plus tard que AMD va énormément insister sur l'efficacité énergétique de ces CPU pour qu'on retienne pas qu'ils ont un TDP gargantuesque, mais ils vont parler beaucoup des perfs par watt, des trucs comme ça. Mais justement, Java Hero, ta question elle est intéressante, mais on va parler du TDP exactement. En fait, quand un constructeur, que ce soit pour un CPU ou un GPU, mais beaucoup plus pour les CPU que pour les GPU, quand le constructeur annonce le TDP, il annonce pas la consommation réelle du CPU. C'est juste une indication. En fait, le TDP, ça veut dire thermal, je sais plus ce que le D veut dire, thermal dissipation power, un truc comme ça. Bref, le TDP, ça concerne surtout la chaleur que le CPU va dégager. C'est exprimé en watts parce que ça a un rapport direct avec la puissance consommée par le CPU, mais ça parle surtout de la chaleur qu'il va dégager. Et en gros, on indique le TDP sur un CPU pour permettre aux consommateurs de dimensionner le refroidisseur qu'ils vont installer dessus, donc le ventirad ou le water cooling, qui eux aussi vont avoir un certain TDP qui sera indiqué sur la boîte et qu'il faudra faire correspondre à celui du CPU si vous voulez le refroidir. Concrètement, ça veut dire que si votre CPU a un TDP Thermal Design Power, merci Olifred, j'ai un trou de mémoire là-dessus, mais bref. Concrètement, ça veut dire que si vous achetez un TDP à 105 watts, un CPU avec un TDP à 105 watts, comme le 7600X, il va falloir absolument que le refroidisseur que vous allez installer dessus soit lui-même fabriqué pour un TDP de 105 watts au minimum. S'il est en dessous, il va pas refroidir assez bien le CPU et vous allez avoir des problèmes de surchauffe, vous allez avoir des écrans bleus, des bugs, peut-être le PC qui s'éteint parce que le CPU est trop chaud, ce genre de choses. Mais la consommation réelle du CPU, elle est généralement toujours un peu au-delà de ce que le TDP indique. Typiquement, 170 watts, c'est quasiment water cooling ou rien, ouais, carrément. Typiquement, un TDP à 105 watts, alors moi, je vous peux donner l'exemple du CPU que j'ai actuellement, qui est un Ryzen 9 3950X, qui a un TDP de 105 watts, et qui, en réalité, quand vous le poussez à fond des 16 cœurs tout au taquet, consomme jusqu'à 140-145 watts en réalité. Mais ça veut pas dire qu'il faut prendre un ventirad qui dissipe 145 watts. Un ventirad avec un TDP de 105 watts est censé, j'insiste bien là-dessus, dissiper correctement la chaleur d'un CPU comme ça. Voilà. Le problème que ça pose, c'est que voilà, 170 watts, déjà, ça va être super chiant à refroidir. Ça veut dire qu'il va falloir presque, alors pas systématiquement, mais ça va être quand même beaucoup plus conseillé d'utiliser du water cooling sur des CPU comme ça pour être sûr qu'ils ne surchauffent pas. Il y a des ventirades assez mastoc qui dissipent jusqu'à 200 watts en théorie. Mais c'est des ventirades énormissimes que vous ne pouvez pas installer partout. Qui ont généralement deux ventilateurs, parfois 3 parce qu'il y en a un de plus au milieu. Voilà, c'est ça, c'est des ventirades énormissimes. Be Quiet en fait des comme ça par exemple, qui sont super chiants à installer, en plus qui pèsent lourd, enfin qui ont tous les défauts du monde, mais ils dissipent beaucoup de chaleur. Sinon, vous passez directement au water cooling, mais là, ça coûte vachement cher. Même un AIO assez simple va vous coûter 100, 150, 200 balles sans problème, quoi. Voilà. Le plus gros des Noctua, je crois que c'est un peu limite, hein, pour 170. Ça va marcher, mais pareil, ça va être un truc mastoc. Donc il faut pouvoir installer un ventirad pareil dans son boîtier, quoi. Tous les boîtiers acceptent pas un ventirad aussi gros, c'est tout le problème aussi. Je peux plus mettre la main entre le bord de la tour et le ventirad sur le Noctua. Ouais, c'est clair. Sur le papier, le NHD15 fait 185 watts. Oui, mais dans les faits, le NHD15, il est mastoc. Attends, non, allons voir. Je crois je peux capturer, ouais. Ok, on va regarder le Noctua. Quelle taille il fait, le Noctua NHD15 ? NHD15, j'espère que Google va pas me trahir. Alors, regarde-moi ça, c'est mastotissime. C'est mastotissime un NHD15. Il faut pouvoir installer ça dans son boîtier. Hein. Ah ouais, il faut pouvoir installer ça dans son boîtier. Hein. Vraiment, c'est super grand. Alors, il est très bon, il dissipe effectivement quasiment 200 watts, mais il est gigantor, par contre. Il est vraiment gigantor.
Mais ça existe, évidemment, ça existe. Le Noctua, il a l'avantage de pas être trop bruyant. Be Quiet en fait un qui est pas trop bruyant aussi, mais c'est quand même des ventilos assez gros. Voilà. Ouais. Ça fait la taille d'un boîtier complet. Oh, c'est ma stock. Avec un ventirad pareil, vous risquez d'avoir des problèmes pour installer de la RAM sur 4 slots, par exemple. On a eu ce problème-là à la rédac de Canard PC Hardware pendant un temps, où on avait installé un gros ventirad pour un Core i9 qui voulait... Qui consommait beaucoup, mais du coup il y avait un slot de RAM, quasiment 2 slots de RAM auxquels on n'avait plus accès parce que le ventilateur débordait par-dessus, quoi. C'est assez chiant parfois, c'est assez chiant. Donc bon, tu peux simplifier ça en passant directement à... Ferme-moi cet onglet là. Tu peux simplifier ça en passant directement au water cooling, mais après le problème du water cooling c'est effectivement que ça coûte cher. Un AIO ça coûte assez cher. Un ventirad consomme plus qu'un AIO. Non, un AIO va toujours consommer plus qu'un ventirad, tout simplement parce que l'AIO, t'as à la fois la pompe du water cooling à alimenter, en plus des ventilateurs, parce qu'il y en a rarement qu'un. Sur un AIO performant, il y en a toujours au moins 2. Donc t'as au moins ça, t'as au moins 2 ventilos, plus la pompe du radiateur du water cooling à alimenter. Un AIO consomme toujours plus qu'un ventirad. Un ventirad, il va avoir généralement 1, parfois 2 ventilateurs, mais c'est tout, quoi. Bref, voilà, moi ça m'emmerde énormément de voir un TDP pareil sur des CPU comme ça, surtout pour le 7600X. Autant ils veulent faire dans la démesure pour le plus gros modèle, pourquoi pas, c'est un peu l'idée en fait de ce genre de modèle. Mais foutre un TDP de 105 watts sur un 7600X, je trouve ça débile, disons-le clairement. Je trouve ça vraiment débile. Attendons de voir quand même dans les tests la consommation réelle du CPU, mais c'est vachement dommage d'en arriver là quand le 5600 avait 65 watts de TDP, quoi. Franchement, c'est vachement dommage. Ils prennent un peu le tournant Intel, mais tu vois, même Intel est très critiquable sur leur flagship. Les Core i9 consomment comme des brutes, certains Core i7 consomment aussi comme des brutes, mais si tu prends un Core i5 Seeker, en général, sa conso elle est quand même relativement contenue, elle va pas aller jusqu'à 200 watts. Là, le 7600, s'il a 105 watts de TDP, si le CPU consomme réellement 120 ou 130 ou 140 watts à fond de ses seekers, c'est chaud. Littéralement, comme figurativement, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est compliqué, hein. Mais bon. Dans ton esprit, AMD, t'es devant Intel ces dernières années. Non, c'est vrai. Après, il va falloir, là, pour l'instant, les données qu'on va voir, parce qu'on va regarder un peu quelques slides avec les données de test d'AMD. C'est vrai, pour l'instant, il va falloir voir ce que ces CPU-là donnent, premièrement en termes de perf, mais aussi en termes de consommation par rapport à Intel, pour voir si c'est toujours le cas. Mais on ne sait pas pour l'instant. Salut Daz! Salut la commu de Daz, bienvenue à tout le monde. Installez-vous, on vient de commencer à peine un récap de la conf d'hier soir que j'avais commenté avec l'ami Daz, justement. Installez-vous, on va faire ça dans les 40 minutes qui viennent, même on va passer en revue quelques slides pour parler un peu de ça. Là, on était en train de démonter les CPU parce qu'ils consomment trop. En tout cas, ils chauffent trop sur le papier. Donc on était en train de dire que ça chauffe beaucoup trop et que c'est un scandale. Voilà. Pour vous que vous soyez un peu caught up, que vous ayez rattrapé un peu ce qu'on était en train de dire. Donc voilà, résumé, ça coûte assez cher, on a vu là, ça coûte assez cher. Et en plus, ça va consommer comme des porcs. Donc il faudra voir les... Salut Daz. Il faudra voir à l'usage et avec les tests ce que ça donnera. Mais en attendant, ben, comme on dit, attendez les tests. Mais moi, je suis pessimiste, hein, quand même. Je vous le dis clairement, je suis pessimiste. Passons un peu aux perfs. Alors on va passer assez vite sur les perfs parce que comme je viens de le dire, ça c'est des choses qui sont assez invérifiables. Ces gros tableaux là, on peut zoomer dessus, mais ces gros tableaux avec des données partout, c'est pour l'instant des choses qui sont assez invérifiables. Donc on va les commenter viteuf, mais on va pas non plus en faire des vérités absolues. Il faudra voir dans les tests ce que ça donnera. Alors je vous cache pas que très personnellement, en tant que journaliste indépendant aujourd'hui, ça va être compliqué pour moi de me procurer une carte mère et 4 CPU pour refaire ces tests-là. Peut-être que si une rédaction veut m'épauler dans cette démarche,
en échange d'un dossier complet sur les Ryzen 7000, je pourrais le faire, mais en attendant, vous attendez pas à ce que je puisse moi-même faire ces tests, mais il y a plein de gens très compétents qui pourront le faire, Canard PC Hardware, Tech Jesus, Linus Tech Tips, etc. Vont probablement avoir aucun problème à se procurer ce genre de matériel et à faire ces tests et à vérifier si ces données sont vraies. Alors là, ce qu'on peut lire concrètement, c'est que AMD a annoncé une augmentation de 13% du nombre d'instructions par cycle. On va voir ça par la suite parce qu'ils ont donné un peu d'explications sur le sujet, mais je bois de l'eau parce que mine de rien, je parle beaucoup. On va voir par la suite ce que ça implique, mais en gros voilà, il compare là pour le coup concrètement, il compare la nouvelle génération donc les Zen 4 à l'ancienne génération donc les Zen 3 donc les Ryzen 5000 sur plusieurs applications. Donc il y a le bench de CPU Z en single core, on voit qu'il y a 1% d'amélioration quand même en single core sur CPU Z. On en pense ce qu'on veut. Ça teste voilà des algorithmes de compression comme Kraken, ça teste les bench d'Adobe Premiere, ça fait des tests sur quelques jeux comme Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 6, CSGO, etc. C'est des trucs qu'on retrouve souvent dans les tests des constructeurs, parce que au moins Shadow of the Tomb Raider, au moins je crois que Far Cry 6 aussi, Metro Exodus, c'est des jeux qui ont des benchmarks intégrés, donc c'est vachement pratique. Même pour la presse, hein, moi je le cache pas, j'ai toujours préféré faire ça sur des jeux qui avaient des benchmarks intégrés, parce que tu gagnes un temps fou, toujours avec la méfiance que les benchmarks, parfois c'est optimisé aussi pour ça. Mais oui, j'adore le benchmark sur GTA V, bah ouais. Mais bon, il y a encore beaucoup de gens qui jouent à GTA V, mine de rien, donc quelque part c'est une donnée qui peut avoir un sens, ça peut avoir du sens. Mais bon voilà, c'est quelques exemples d'usage, quelques exemples de tests. On voit des améliorations de perf jusqu'à 40%, enfin jusqu'à 39%. Tout ça, ça sera à vérifier dans les tests. Voilà. Pour parler un peu du nombre d'instructions par seconde qui augmente, donc on le disait, de 13% entre Zen 3 et Zen 4. Ça vient notamment de l'augmentation du cache L2. Alors, une des nouveautés de Zen 4, c'est qu'ils ont doublé le cache L2, c'est-à-dire le cache, en gros, c'est l'endroit où le CPU va stocker certaines données pour pouvoir les traiter plus facilement. Avec un cache L2 deux fois plus important, donc qui passe de 512 kilooctets sur Zen 3, il passe à 1 mégaoctet par cœur sur Zen 4. Donc vous avez 6 mégas de cache L2 sur le 7600, 8 mégas, 12 mégas, 24, 12 mégas, 16 mégas en fonction des modèles que vous aurez. Donc ce qui permet d'avoir une augmentation, ça double le cache. Mais évidemment, ça double pas non plus le nombre d'instructions que le CPU peut faire, ça dépend d'énormément de choses, notamment de la fréquence. On voyait tout à l'heure que tous les modèles peuvent booster jusqu'à au-delà de 5 GHz, ce qui n'était pas le cas des Zen 3, par exemple. Et c'était un reproche qu'on leur avait fait à l'époque, parce que je crois que le 5950 montait jusqu'à 4 Go 9, et tout le monde les a regardés en mode « mais pourquoi vous n'avez pas fait 5 GHz, du coup c'est trop con ». Mais bref... un autre truc intéressant aussi sur lequel ils n'ont pas insisté pendant la conf mais que j'ai vu passer dans un communiqué, c'est que la plupart des modèles sont également capables de booster au-delà de 5 GHz sur plusieurs cœurs en même temps. Ça c'est intéressant parce qu'en général quand les constructeurs vous donnent la fréquence de boost sur un CPU, en général, ils parlent de la fréquence de boost sur un seul cœur. Et en général, quand votre CPU boost sur la valeur indiquée, donc là typiquement je crois que dans le cas on va prendre le 7600X, il booste à 5 Go 3. En général, il booste à 5 Go 3 sur un seul cœur. Là, AMD indique que visiblement, oui, ça explique aussi partiellement l'augmentation du TDP, très clairement. Là, AMD nous indique que je sais pas si c'est tous les modèles, mais pour la plupart des modèles visiblement, les CPU sont capables de booster à 5 GHz, pas forcément au-delà, mais au moins à 5 GHz sur plusieurs cœurs en même temps, ce qui est... En vrai, c'est balèze. En vrai, c'est balèze, mais c'est aussi une explication de pourquoi le TDP explose autant, je pense. Clairement. Parce que forcément, si vous boostez sur plusieurs cœurs en même temps, vous allez avoir plusieurs cœurs qui chauffent en même temps, et donc un TDP qui explose, clairement. Donc voilà pour un peu le fonctionnement du CPU. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Oui, cette slide-là, donc... avoir la conso du CPU en charge. Ouais, c'est ce que je disais. C'est que là, pour le coup, il va falloir attendre les tests et voir réellement combien les CPU vont consommer. Moi, je suis vraiment très curieux de voir la consommation réelle d'un 7600X à pleine charge. J'ai peur que ça tabasse, j'ai peur que ça dépasse largement les 100 watts.
On va voir, on va voir. À savoir que la conso réelle d'un 5600X, elle était juste en dessous ou autour de 100 watts en conso réelle. Mais si on a un 7600 qui monte à 140 watts de conso réelle, ça va être tendu, quoi. Franchement, ça va être difficile à justifier. Hein. Ça va être difficile à justifier, mais bon, on en reparlera parce qu'il y a d'autres slides qui parlent encore du TDP, de la performance par watt, parce qu'ils essaient de noyer le poisson aussi pendant la conf. On va en parler. Les cartes mères vont jamais pouvoir gérer ça, mais ça on va en parler aussi de la puissance délivrée au CPU parce que c'est une des données du socket et des chipsets qui vont avec de justement gérer la tension et la puissance délivrée au CPU. En fait ça aussi ça explose, donc on va en parler. Bref, là bon encore des tableaux de perf où ils comparent justement le 5950X au 7950X. On va pas trop s'attarder là-dessus non plus. On a une partie pour les jeux où ça monte, ça va de 6% pour Borderlands à 35% pour Shadow of the Tomb Raider, qui est quand même un jeu de 2018, ou peut-être même avant, je sais plus. Donc on n'est pas exactement dans du jeu récent, mais bon. Oui, clairement, c'est bizarre de faire tout ça à notre époque, ouais, avec les... on en parlait hier soir avec Daz, c'est qu'on arrive en plein dans une crise énergétique où le gaz va se raréfier parce que la Russie est en guerre et donc il y a un embargo sur le gaz russe. Et en plus, les prix du coup vont exploser là pour cet hiver. On sait pas trop comment on va se démerder. Mais voilà, et à côté de ça, tu as AMD qui nous sort des CPU qui consomment presque 2 fois plus que la précédente génération, et Nvidia qui prévient qu'ils vont sortir des GPU qui vont aussi tabasser la consommation. C'est pas génial quand même, c'est pas génial, mais bon. Du coup voilà, bon, les augmentations de perf, ça c'est les données d'AMD, ça vaut ce que ça vaut. C'est leur protocole de test qu'ils ne détaillent pas d'ailleurs, pour être très clair, qu'ils ne détaillent pas vraiment. C'est quoi ça ? C'est illisible, mais bon, c'est dû à la compression aussi. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. Ils comparent au 5950X pour annoncer que c'est bien mieux qu'avant, etc. On verra ça avec les tests. Ils refont le même genre de comparaison. J'ai pris une slide pour l'illustrer, mais voilà. Ils refont le même genre de comparaison avec la concurrence cette fois, donc avec le flagship d'Intel, donc qui est le Core i9 12900K. Qui est un CPU. Alors lui, vu que l'architecture Alder Lake est une architecture hybride, il faut que je me rappelle de tête. Je crois qu'il y a 24 cœurs et que dans ces 24 cœurs, tu dois avoir 16 cœurs rapides et 8 cœurs lents. Je crois que c'est ça, mais je suis plus sûr. Mais bref, là, ils font surtout une comparaison en single core, donc sur un jeu qui tourne principalement en single core, qui s'appelle, qui est F1 2022. Et il montre qu'en single core sur les jeux, on a une augmentation visiblement de 11%. Donc là, pour le coup, il se la pète un peu en mettant le 7600X face au 12900K. Donc un CPU clairement milieu de gamme plus, face à du très 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 haut de gamme de chez Intel. Mais en réalité, vu qu'on est sur du single core, la comparaison n'a pas franchement de sens. Ça aurait pu être n'importe quel autre CPU de... n'importe quel autre Ryzen 7000 face à n'importe quel autre Core i9 12000 et le résultat aurait été globalement le même puisqu'on est sur du single core, à peu de choses près. Donc voilà. Les 12 c'est déjà l'ancienne gêne, pas vraiment, les 13 sont pas sortis concrètement. Hein. Les 12 pour un consommateur aujourd'hui, les 12000 c'est la génération actuelle. Mais c'est vrai que dans les faits, oui, Intel dans leur tête ils sont déjà passés à la 13e gêne, mais elle est pas dispo, donc c'est compliqué. Et puis de toute façon, ils peuvent pas faire le test si AMD voulait faire ce genre de test là avec la 13e gêne, ils peuvent pas puisqu'il n'y a pas de 13e gêne officiellement dispo actuellement. Mais bon. C'est surtout en Europe la crise énergétique. Alors pas forcément Java Hero, faut savoir que il n'y a pas actuellement de crise énergétique aux USA par exemple, mais vu qu'il y a une inflation record aux USA actuellement, dans les faits, les factures d'électricité explosent aussi aux États-Unis en réalité. Mais il n'y a pas que ça, les loyers ont explosé, le prix de la bouffe a explosé aux USA, et donc on n'en est pas là, nous en Europe, on a pour l'instant, entre guillemets, qu'une crise énergétique, mais ils ont leurs problèmes aussi, on va dire, aux USA en ce moment, qui sont pas les mêmes que nous, mais qui se retrouvent sur les mêmes segments, on va dire. Bref, comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, on nous annonce plus 11% en jeu en single core, à voir encore une fois,
en test ce que ça vaudra. Donc on surveillera ça quand les tests seront sortis, probablement aux alentours de fin septembre, hein, j'imagine. Même sans ça, juste climatique, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si tu t'intéresses à ton bilan carbone, acheter un CPU qui consomme 170 watts, enfin en tout cas qui a un TDP de 170 watts, ça devient déjà compliqué, quoi. Hein. Ouais, ça devient déjà compliqué. Bref, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? J'ai noté mes slides, il faut que je me rappelle de ce que j'ai là. Oui, si, on avait parlé justement, vous voyez écrit ici, performance par watt, parce qu'alors le grand motto d'AMD pendant quasiment la moitié de la conf, ça a été d'essayer de faire oublier que leur CPU consommait comme des gros porcs, en parlant d'une donnée qui avait été longtemps mise en avant par Nvidia avec ses RTX, qui s'appelle la performance par watt. Voilà, alors la performance par watt, ça veut dire un peu ce qu'on veut que ça veut dire. Performance par watt au carré. Non, ça c'est simplement, c'est une astérisque, hein, c'est pas un carré, c'est pas un exposant. C'est une astérisque et je crois que l'astérisque renvoie à ceci qui est absolument illisible. Parce que ça vient de YouTube et que c'est une image compressée, mais c'est une astérisque, hein, c'est pas un exposant. Bonsoir Purepix. Non, clairement. Mais bref, voilà, donc en gros ils ont parlé de performance par watt pour dire, vous inquiétez pas, on sait que ça consomme beaucoup, mais en vrai ça vaut le coup parce que ils sont très plus puissants qu'avant. Encore une fois, ça c'est de la donnée qu'il faudra vérifier avec les tests. Je sais que je répète beaucoup ça, mais on peut pas prendre ce que nous dit AMD pour argent comptant. Ils font leur promo là, donc nous on est obligé de rester factuel par rapport à ce qu'on voit. Et là, pour l'instant, les faits, c'est que ce sont des CPU qui, à première vue, consomment trop. Mais, alors, est-ce qu'on pourra les downclocker? Est-ce que ça vaudra le coup? Peut-être, en 10 millions. Ce sera peut-être une solution. Ouais, ce sera peut-être une solution pour revenir à 65 watts de TDP sur un 7600X. Il faudra peut-être le downclocker, mais ça sera dommage, parce que du coup, ça voudra peut-être dire qu'on n'aura plus accès aux 5 GHz. Mais bon, peut-être baisser les tensions, baisser les trucs comme ça. Ce sera effectivement, éventuellement une solution. On verra si ce sera possible dans le temps. Mais en gros, voilà, AMD nous annonce que, oui, on sait, ça consomme beaucoup, mais vous inquiétez pas, rien que t'inquiète, ça consomme beaucoup pour une bonne raison. On a des gros gains de perf. Vous allez voir, ça vaut le coup quand même. À voir encore une fois dans les tests. Moi, je vous cache pas que je suis quand même assez sceptique. Je suis quand même assez sceptique et surtout, ça va être difficile de justifier une telle augmentation de TDP par un gain de perf aussi important soit-il. Parce que là... plus 57% par rapport à un Core i9 machin, ok, mais il faudra voir dans les faits si c'est vraiment le cas déjà, et il faudra voir si ça vaut le coup de la consommation, parce que s'il faut changer son alim pour profiter de plus 50% de perf, ça vaudra pas le coup pour tout le monde, quoi. Mais oui, on écoute du Soul Calibur en même temps, évidemment. Donc voilà, pour les perfs, c'est quasiment tout. Ouais, on a fait le tour des perfs. Ce qu'il faut retenir pour les perfs, de toute façon, c'est qu'il va falloir attendre les tests. Parce qu'on peut pas prendre tout ce que nous dit AMD pour argent comptant, tout simplement. Hein. Ça peut pas être... tout n'est pas toujours aussi rose que les constructeurs nous le disent. Il faut toujours tout prendre avec des pincettes. Surtout pour ce genre d'annonce, et surtout quand on a de telles mauvaises nouvelles en face, telles que ça va coûter vachement cher et le TDP va être énormissime. Bref, parlons un peu d'un truc qu'AMD avait déjà montré par le passé, mais dont ils ont reparlé hier soir. Ça s'appelle Expo. Alors Expo, ça veut dire je sais plus. Bref, Expo, j'ai plus le nom en tête, mais c'est pas très grave. Expo, c'est le concurrent de XMP d'Intel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? XMP, vous l'avez probablement déjà utilisé, que vous le sachiez ou non d'ailleurs, dans votre PC actuel. XMP, c'est une norme créée par Intel qui permet, entre guillemets, d'overclocker sa RAM. En gros, vous avez, si vous regardez les specs de votre DDR4 actuellement, si vous avez de la DDR4, évidemment, vous allez probablement voir qu'elle a une certaine fréquence de fonctionnement. Ça peut être 2600, 2933, 3000 MHz. En général, ça tourne aujourd'hui autour de 3000 à 3600 MHz en fonction du prix que vous avez payé pour votre RAM. Mais voilà, ce sont des profils de réglage préenregistrés qui se trouvent dans une petite puce sur la RAM et que le CPU va pouvoir exploiter pour dire ok, cette mémoire-là, elle est capable de tourner à 3200 MHz, donc on va la régler avec cette fréquence-là, ces timings-là, et ça bougera pas et vous n'aurez pas à faire votre overclocking entre guillemets à la main. Voilà. Donc, pour le coup, XMP,
Si, XMP, justement, ça existe avec AMD. Ça a été créé par Intel, mais AMD a tout simplement adopté ce standard-là sur ses CPU pour dire, voilà, on va utiliser les mêmes réglages parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas refaire la même chose. On va utiliser les mêmes réglages qui sont dispo de toute façon dans les barrettes de RAM. Hein. Les barrettes de RAM viennent avec ces réglages-là préenregistrés dans la barrette, et du coup, le CPU peut les exploiter. Donc, AMD a repris le standard, mais du coup, a créé le sien, qui s'appelle Expo, qui fait concrètement, de manière très simple, qui fait concrètement la même chose et qui sera compatible avec la DDR5. C'est surtout l'avantage, c'est surtout pour ça qu'ils l'annoncent maintenant et avec le Ryzen 7000. On va en parler de la DDR5 après, mais en gros, l'intérêt d'annoncer Expo maintenant, c'est que ce sera un standard qui sera compatible sur la DDR5. Donc les barrettes de DDR5 vont, pour beaucoup d'entre elles, être livrées avec des réglages Expo préenregistrés qui feront en gros la même chose. Vont régler les mémoires sur une fréquence prédéfinie et les timings sur des timings prédéfinis qui vont ensuite être exploités par le CPU. Est-ce que ça va être le bordel? Est-ce qu'on va avoir des barrettes qui vont arriver avec des réglages XMP à côté des réglages Expo? Ou est-ce que... On ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Ce qui me semble être le plus probable, a priori, si Intel fait pas un caca nerveux, c'est que XMP va être la norme de toute façon pour la DDR4 et ça bougera pas, et que Expo va être la norme pour la DDR5 et ça bougera pas. Ça m'a l'air d'être comme ça que ça va se goupiller, mais on n'est pas à l'abri, ouais exactement, on n'est pas à l'abri que Intel nous fasse un caca nerveux en disant nous on veut pas utiliser une norme d'AMD, on va créer la nôtre, on va l'appeler XMP 4.0 ou XMP 5 ou je sais pas comment. Et on va avoir notre propre norme de pré-réglage pour la DDR5. Et à ce moment-là, effectivement, on risque de voir arriver des RAM estampillés, RAM pour AMD et RAM pour Intel. Ce serait catastrophique. On va pas se mentir, ce serait catastrophique. Je le sens pas comme ça. En vrai, je le sens pas comme ça. À mon avis, ça paraîtrait plus logique pour tout le monde que Intel casse pas les couilles et adopte Expo comme norme de pré-réglage pour les RAM de DDR5 et fasse chier personne, comme AMD a pas fait chier et a adopté XMP pour... il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Mais bon, on est à l'abri de rien. Clairement, on est à l'abri de rien. Salut Gundor. On verra bien comment ça se passera de toute façon à terme. Mais bref, parlons un peu de la DDR5 quand même, vu que c'est l'occasion, je crois que la... Non, après on parle d'autre chose. Je crois que c'est l'occasion de parler un peu de la DDR5. Il y a un truc qui m'a déçu, que j'attendais un peu. J'espérais, comme ça a été le cas avec les Alder Lake, donc les Intel Core 12000, j'espérais que les CPU soient compatibles DDR5 et DDR4. Malheureusement, ça n'a pas été annoncé hier, donc... il faut partir du principe que c'est pas le cas, et donc il faut partir du principe qu'il n'y aura pas de carte mère pour Ryzen 7000 avec une compatibilité DDR4. Alors ça va simplifier un peu les gammes de cartes mères en tout cas, en soi c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est un peu dommage parce que moi je trouve ça vachement intéressant que Intel ait conservé le support de la DDR4 parce que actuellement, en termes de performance offerte par rapport au prix que tu vas payer, la DDR4 est encore actuellement vachement plus intéressante. Donc là, ça va vous forcer un peu à passer à la nouvelle norme de RAM qui est pas dégueu, mais qui n'apporte pour l'instant clairement pas des perfs assez intéressantes par rapport au prix que vous allez payer. La DDR5 coûte pour l'instant toujours trop cher, je trouve. Les barrettes démarrent pour la plupart à 16 Go. Et donc si vous voulez du dual channel, vous avez forcément nécessairement 32 Go. Et pour l'instant en tout cas, pas grand monde a besoin de 32 Go si vous ne faites que jouer aux jeux vidéo et faire quelques tâches un peu basiques de montage vidéo, de stream, de trucs comme ça. Vous n'avez pas besoin de 32 Go pour la plupart des trucs. C'est pas vraiment utile. Donc pour l'instant, je recommande pas aux gens de passer à de la DDR5 tout de suite. Mais bon, si vous achetez un Ryzen 7000, il me semble malheureusement que vous n'allez pas avoir le choix. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ainsi va la vie. Le Ryzen 7000 est fait pour la DDR5, ils vont mettre surtout ça en avant, tant pis. 32 Go, c'est pour ceux qui font de la DAO ou autre. Ouais, voilà, il y a assez peu d'usage actuellement sur un PC moderne, d'usage grand public, hein, j'entends, qui vont remplir plus de 16 Go de RAM. En vrai, vous avez aucun jeu vidéo qui fera ça. Même le montage vidéo, c'est quand même assez peu enclin à vous blinder 16 Go de RAM en quelques minutes. C'est pas le cas. Si vous faites de la création 3D, si vous faites de la DAO, si vous faites des trucs comme ça,
Éventuellement, vous pourrez avoir besoin de passer sur une telle quantité de RAM, mais sinon 32 Go c'est vraiment pas utile pour tout le monde en vrai. Mais bon, bref, voilà. Sachez que le Ryzen 5000, a priori, ça veut dire DDR5 only. Donc voilà. Prenez ça en compte, parce que en plus du CPU qui va vous coûter assez cher, en plus de la carte mère qui va vous coûter cher, on va en parler juste après, et en plus de la lime que vous allez peut-être devoir changer si vous prenez un GPU moderne en plus, et qui bah du coup va consommer lui aussi énormément, et en plus éventuellement du ventirad ou du water cooling que vous allez devoir racheter parce que le TDP est tellement élevé que votre petit ventirad qui dissipait 100 watts il suffit plus, il dissipe moins de 100 watts il va plus suffire, vous allez en plus devoir acheter de la DDR5 qui coûte en moyenne environ 2 fois plus cher que la DDR4. Voilà. Donc il faut penser à ce genre de choses, ça va coûter très 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 cher. Gundor, justement, tu dis les cartes mères, c'est la pilule qui passe pas. On va en parler parce que effectivement, chez moi aussi, c'est une pilule qui a beaucoup de mal à passer. Mais on va en parler, on va décrypter un peu tout ça. Parce que, comme vous le voyez là, AMD a annoncé pour l'instant 4 chipsets de cartes mères. 2 X670 et 2 B650. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2x2 chipsets comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En gros, ils respectent la même nomenclature qu'avant. Donc vous avez les séries X pour les très haut de gamme, les séries B pour les haut de gamme un peu joueurs qui sont quand même assez polyvalentes, et plus tard en dessous des séries encore plus entrée de gamme avec moins de lignes PCIe, moins de fonctions, moins de trucs comme ça. Mais pour l'instant, voilà, vous avez le milieu voire haut de gamme qui est représenté ici avec les séries B et les séries X. Mais qui sont à chaque fois resegmentés. Je déteste ça. Clairement, j'en avais déjà parlé dans un précédent tech. Je déteste ça. Ça a été resegmenté en version extrême et en version pas extrême, normal. Donc ce que ça veut dire, en gros, chaque modèle va avoir un certain nombre. En fait, la version extrême, qu'est-ce que c'est? Parlons juste de ça. Chaque modèle de carte mère de chipset va gérer un certain nombre de lignes PCI Express, donc entre les B et les X. La version extrême, en gros, aura le même nombre de lignes PCI Express que la version pas extrême, à gamme égale. Mais la version extrême, en gros, va arriver comme une garantie de la part d'AMD que le port PCI Express dédié au GPU, donc celui-ci là, celui qui se trouve être le plus haut sur la carte mère, qui en général accueille un GPU, aura accès à des lignes PCI Express 5 et pas seulement à des lignes PCI Express 4. Voilà, ça c'est une garantie de ce que donne la version extrême. La version pas extrême aura a priori le même nombre de lignes PCI Express 5, mais cette fois-ci AMD laisse le choix aux fabricants de cartes mères de décider de quelle manière ils vont répartir les lignes PCIe 5. Donc peut-être que certaines cartes pas extrêmes auront des lignes PCIe 5 sur le port GPU, mais sinon ce sera réparti sur, alors on les voit pas ici, mais sur les ports M2 qui se trouvent ici cachés par des radiateurs, enfin des dissipateurs, ou sur d'autres fonctions comme l'Ethernet à 10 gigabits, comme l'USB 4, des trucs comme ça. Gundor, tu demandes est-ce que ça change aussi quelque chose pour les VRM? En gros, les VRM c'est surtout la série X par rapport à la série B qui va arriver avec des meilleurs VRM. Parce qu'en général, quand tu veux overclocker, t'achètes surtout les cartes mères en série X parce que justement, elles ont des VRM qui délivrent une tension, enfin, qui gèrent une tension plus stable et c'est plus intéressant quand tu overclock. Voilà. Mais ouais, bah oui, les slots M2 sous les radiateurs parce que si, alors soyons très clairs, hein, les slots M2 sous les radiateurs, ça a du sens. Parce que si tu installes des SSD PCI Express 5 dessous, on a vu dans un précédent tech que y a pas mal de constructeurs qui ont déjà annoncé des SSD PCI Express 5 qui montaient jusqu'à 10 gigaoctets par seconde en lecture. Très clairement, à cette vitesse-là, tu vas avoir un SSD qui chauffe beaucoup et donc nécessaire d'avoir un radiateur dessus. Très clairement, on a vu pas mal de SSD PCI Express 4 qui avait besoin d'un radiateur pour fonctionner à 6-7 gigaoctets par seconde. À 10 gigaoctets, il va t'en falloir un parce que tes puces vont chauffer trop, a priori. Voilà. Donc, parlons un peu du PCIe 5, surtout, parce que quand là, je vous dis que le extrême, ça veut dire que vous aurez de manière garantie des lignes PCIe 5 sur le port GPU, soyons très clairs sur un truc.
des GPU en PCI Express 5, ça veut dire qui ont accès à une bande passante 2 fois plus élevée que le PCIe 4, ça servira pour vous qui allez jouer avec votre PC, ça vous servira à rien. Soyons très clairs là-dessus, ça vous servira à rien. Avoir une telle bande passante sur le GPU, déjà le PCIe 4, vous allez jamais avec un jeu vidéo maxer la bande passante en PCIe 4 vers votre GPU. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, pour être très clair. Donc je pense que ça servira pas à grand chose d'acheter l'extrême en se disant c'est mieux, je vais prendre l'extrême. Je pense que ça vaut plus le coup de s'orienter vers une B650 et de regarder après, vu que les constructeurs peuvent attribuer les lignes PCI Express comme ils en ont envie, de regarder comment le constructeur a attribué les lignes PCI Express, en sachant qu'il n'y a pas besoin qu'il en foute. Sur le port PCI Express du GPU, ça servira pas à grand chose. Donc vérifiez que vous aurez bien un, peut-être même deux ports M2 avec du PCI Express. Vérifiez éventuellement si vous aurez des ports réseau rapides, ça peut être intéressant. Vérifiez si vous avez de l'USB 3 rapide ou de l'USB 4, ce genre de choses. Voilà. Ça va être un bordel. J'aime pas du tout cette segmentation. Ça sera pas clair. Ça va paumer des gens. Il y a plein de gens qui vont payer plus cher que ce qu'ils devraient pour avoir les choses qui les intéressent. Ça m'emmerde. Je trouve ça chiant. Mais bon, voilà. Ils ont décidé de le faire comme ça. C'est critiquable. C'est vraiment très critiquable. Et du coup, je me gêne pas. Mais voilà. En gros, je vais rattraper un peu le chat quand même. Ça consomme combien un SSD qui chauffe? Pas tant que ça. Ça consomme pas tant que ça. Un SSD M2, ça consomme quelques milliwatts en veille et quelques watts en fonctionnement à fond. Donc, non, comparé à d'autres SSD plus lents, ça consomme pas beaucoup plus. Et surtout, comparé à un disque dur, ça consomme pas quasiment rien, quoi, virtuellement rien. Donc non, c'est assez négligeable la conso d'un SSD d'habitude. Si vous en avez plusieurs, ça peut faire quelques watts, voire quelques dizaines de watts. Mais bon, à l'échelle d'un PC complet, c'est pas grand-chose, en vrai. Et surtout à l'échelle d'un CPU qui va consommer plus de 100 watts à lui tout seul, c'est pas grand chose. Mais bon. Voilà. Un truc à noter également, j'ai pas de slide qui l'illustre, mais ils en ont parlé pendant la conf hier, c'est le prix des cartes mères. On l'a évoqué juste avant d'arriver sur la slide. Le prix des cartes mères qui risque d'être en pleine explosion. Je crois pour l'instant, j'ai pas encore fait le tour juste avant de faire lancer le stream, donc j'ai pas vu. Mais je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup de constructeurs qui ont annoncé le prix pour les cartes en B650. On a vu par contre le prix des cartes en X670 qui ont été annoncées il y a déjà quelques semaines. Certains constructeurs avaient profité d'une conf d'AMD pour annoncer leur première carte. On a vu des prix complètement stupides qui dépassaient largement les 100 €, qui atteignaient les 3, 4, 500 €. On a vu des cartes mères avec des prix à 1000 € ou plus. Enfin, c'est complètement stupide. Très clairement, ce sera du très très haut de gamme que vous n'allez pas vous acheter parce que premièrement, ça sera trop cher et ça va fournir des fonctions qui vous intéresseront pas forcément. Mais en B650, on n'a pas encore de prix vraiment, je crois, de la part des constructeurs. Au moment où je vous parle, il y en a peut-être déjà, mais je les ai pas vus. Ce qu'AMD a annoncé, c'est que le prix de départ des cartes en B650, ça allait être 125 $. Soyons très clairs, 125 $, c'est déjà très très cher pour une carte mère. Puisque ça veut dire, on en parlait déjà en début de stream, qu'entre la conversion du dollar très fort, les taxes qu'il va falloir rajouter dessus pour l'Europe, etc., on va se retrouver avec des cartes mères à plus de 150 €, voire autour de 200 € pour des cartes mères en B650, des prix de départ autour de ça, et c'est inadmissible. On en parlait hier avec Daz justement. Moi, quand je me suis monté la machine sur laquelle je stream actuellement là, j'avais pris une carte mère en X470 parce que justement, je voulais me faire plaisir, je voulais des bons VRM, je voulais une carte avec plein de fonctions et tout. Ma X470, il y a 4 ans, je l'avais payé à peu près 140 €. Et à l'époque, je m'étais dit, tu vas te faire plaisir, tu t'achètes une bonne carte avec plein de trucs. Et je l'avais payé plus de 140 € et c'était cher à l'époque. Et maintenant 200 balles pour une carte mère, c'est limite un prix moyen, c'est quasiment un prix de départ. Et non, enfin, c'est chiant, quoi. C'est chiant, franchement, c'est chiant. Mais bon. Quand on bronzera en décembre, on n'aura plus de problème de chauffage. Bah ouais, c'est ça, hein, c'est ça.
Enfin, bref, voilà. Tout ça pour dire que les cartes mères, ça va pas être la fête non plus. À noter que cette slide nous donne une info qu'on n'avait pas forcément jusqu'à maintenant. On savait que les X670 allaient être dispo en même temps que les premiers CPU Ryzen. Donc on sait maintenant que ce sera le 27 septembre. Ce qu'on a appris, c'est que les B650 vont être dispo environ un mois plus tard. Donc probablement autour de fin octobre. Donc on verra certainement à ce moment-là la gamme de prix qui sera dispo, la gamme de prix qui sera proposée pour des B650, sachant que ce sont probablement les cartes mères que nous, êtres humains normaux avec des revenus normaux, allons nous acheter. Donc on verra. Mais ouais. En fait, en achetant à 140 €, tu t'es fait plaisir. Mais en plus, t'as fait une affaire. Bah, par rapport au prix actuel des cartes mères, j'ai quasiment fait une affaire, ouais. C'est un peu stupide hein, de le prendre comme ça, mais c'est la réalité. C'est que, ouais, à 140 €, des cartes mères, aujourd'hui, on n'en trouve plus des masses intéressantes. Aujourd'hui, une carte mère à 140 €, c'est une carte mère qui fait des sacrifices sur les fonctions proposées. Qui va avoir des lignes PCIe en moins, qui va avoir un seul port M2 au lieu de 2, qui va avoir seulement 2 slots pour la RAM au lieu de 4. C'est des trucs, enfin, voilà, quoi. On n'y pensait pas il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas. Et c'est super chiant, quoi. Alors, depuis la crise du Covid, les prix sont plus normaux, très clairement. Très clairement, les prix sont devenus complètement stupides. Ça, c'est clair. Mais donc, il y a eu la pénurie de puces hein, qui a contribué à ça. Et le fait qu'effectivement, les constructeurs veulent plus rogner sur leur marge, quoi. Ils se sont rendus compte que les gens sont prêts à payer pour des composants qui coûtent cher, et donc du coup, bah, n'ont plus aucun scrupule à vendre leurs composants chers, tout simplement. C'est, on en arrive là, quoi. On en arrive là. Pour savoir si ta carte mère et ton CPU sont toujours OK, qu'est-ce que tu as actuellement en 10 millions? De toute façon, là, on arrive à la fin. Hein. On va faire la dernière slide. Et puis, on va faire une petite partie de questions-réponses de 15-20 minutes. Et puis après, on va plier le stream. Mais voilà, bref, dernière slide, donc justement, c'est le socket AM5. On le connaissait déjà, mais ils en ont reparlé. Donc, c'est l'occasion de refaire un petit peu le point dessus. Il y a pas mal de données qui sont dedans, là. Donc, on a déjà vu... Pardon. Pas mal de données qui sont dedans qu'on a déjà vu dans des slides précédentes. Donc, on va en reparler vite fait. En gros, bon, DDR5, PCIe 5, on en a parlé juste avant. On va pas revenir dessus. On avait parlé, tiens, je sais plus qui parlait de. Il faut voir comment les sockets vont se comporter avec la consommation. Justement, une des fonctions du socket AM5, c'est qu'il va être capable de délivrer jusqu'à 230 watts effectifs au CPU. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des CPU qui, comme chez Intel, consomme plus de 200 watts. Autant vous dire que c'est chaud. C'est chaud aussi bien littéralement, parce que 200 watts, ça fait de la chaleur, que figurativement, c'est quand même tendu de sortir des CPU qui vont consommer autant. Mais voilà, on en arrive là. On en arrive là. 3700X avec une X570, mais t'es bien hein, en 10 millions. Non, non, mais là, t'es sur un couple CPU carte mère qui peut te durer des années encore. Hein. Franchement, t'es bien. Hein. Moi, j'y toucherai pas. Hein. Franchement, j'y toucherai pas, t'es bien. T'as accès au PCIe 4, ce qui veut dire que t'as accès à des CPU, à des SSD assez rapides qui vont monter jusqu'à 6-7 gigaoctets par seconde, c'est déjà bien. Tu peux te faire une machine qui peut te durer des années sans problème avec ça. Hein. Moi, je m'affolerai pas. Hein. Je m'affolerai pas. Tester si ça fonctionne toujours. Pourquoi tu t'en sers pas de ce PC? Parce que sinon, non, les specs, il a l'air bien. Il a l'air bien. Et en plus, voilà, il va falloir utiliser des ventirad ou des IO qui dissipent plus de 200 watts. Alors justement, c'est une des données qui avait déjà été annoncée, mais qui est répétée là encore une fois, c'est que ça sera compatible avec les refroidisseurs prévus, construits pour AM4. Alors ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Il faudra voir quand même
à quel point ça sera compatible, est-ce qu'il faudra pas des adaptateurs. Il faut savoir que Noctua, par exemple, quand vous achetez un refroidisseur chez eux, mais qu'il n'a pas les bonnes vis ou les bons trucs pour installer l'installer sur votre carte mère, il vous envoie gratuitement le kit d'adaptation pour Intel ou pour AMD en fonction de ce que vous avez acheté. Qui vous permet de l'installer. C'est juste qu'ils vont l'envoyer par la poste, donc il faut attendre quelques jours de plus. Mais voilà, Noctua sont très cool à ce niveau-là. À voir s'il y aura besoin d'adaptateur ou pas pour installer un cooler d'AM4 sur un AM5. Be Quiet le fait aussi, effectivement, GUT, il faut le préciser. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une bonne chose dans l'absolu. C'est une bonne chose. Deux choses à préciser sur ce socket. La première, c'est la plus évidente, celle qui est indiquée ici. On passe sur du socket LGA, donc ce qu'on appelle Land Grid Array, contrairement au PGA qui était utilisé avant sur les anciens Ryzen, qu'on appelle Pin Grid Array. C'est-à-dire que les broches du CPU ne sont plus sur le CPU. Le CPU va être tout plat maintenant, comme les Intel depuis quelques années maintenant. Les broches vont désormais se trouver dans le socket. Alors quand tu dis fini les broches tordues Gundor, c'est vrai mais pas tout à fait, parce que tu peux plus tordre les broches du CPU parce qu'il y en aura plus. C'est vrai que du coup tu auras moins peur en manipulant le CPU, ça c'est la bonne chose. La mauvaise chose, c'est que du coup tu peux, en tout cas sur les LGA d'Intel, tu peux carrément tordre les broches du socket, et quand ça t'arrive, je peux te garantir que c'est la merde, parce que tordre une broche sur un Ryzen c'est chiant, mais avec une aiguille à coudre, c'est pas trop dur de les remettre en place. Mais alors tordre une broche sur un LGA, je te jure, tu pètes un câble. Franchement, tu pètes un câble. Donc ouais. Cela étant, ça coûtera relativement moins cher, mais alors très relativement moins cher de remplacer une carte mère que de remplacer un CPU. C'est vrai, mais bon, vu le prix des cartes mères, c'est pas garanti non plus. Hein. Mais voilà, bref, on passe sur du LGA, ce qui va vouloir dire des CPU plus faciles à manipuler, mais du coup des cartes mères plus fragiles. Et une info qui n'est pas écrite ici, j'ai pas récupéré la slide, mais bref, une info qui n'est pas écrite ici, mais qui reste intéressante, c'est que pour l'instant, AMD garantit que le socket AM5 va être supporté au moins jusqu'à 2025. Alors c'est une donnée intéressante parce que l'AM4, qui était la génération d'avant, lui a été supporté pendant environ 6 ans. Il est sorti en 2016 avec les dernières versions d'AMD FX, et puis il a supporté tous les Ryzen derrière. Voilà, la M4 a été supportée pendant 6 ans. C'est excellent parce que ça veut dire que quand vous achetez une carte mère en AM4, vous aviez d'énormes chances que la génération suivante de CPU AMD soit compatible avec, et même la génération d'après. Typiquement, moi, ma carte mère en X470, elle est compatible avec les Ryzen 5000 actuellement. Si j'achète un Ryzen 5000, je peux l'installer dessus, alors que je l'ai acheté à l'époque des Ryzen 2000. Ça, c'est vachement bien. Donc du coup, AMD veut recommencer un peu la même chose avec la M5 en annonçant, donc ça sort en 2022, ils annoncent une compatibilité garantie au moins jusqu'en 2025, mais après ils disent 2025 plus. Donc ça veut dire que ça peut être jusqu'à décembre 2025, mais ça peut être jusqu'en 2026, 27, 28, on sait pas. Ça, on sait pas, mais en tout cas, voilà, ils annoncent une compatibilité pendant au moins 3 ans. À voir si ça va être le cas pour plus tard. Voilà, 2025 plus, ça veut dire au moins 2025. Peut-être après, peut-être pas, on sait pas. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà. Écoutez, on a fait 1 heure pile. En 1 heure pile, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à voir pour cette conf. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Je suis assez content de moi. En 1 heure pile, on a fait le tour de la conf, on a vu, voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, bon, vous les avez passées, vous avez passé quelques questions, on y a répondu pendant le stream, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser maintenant, comme ça on pourra les répondre. Je suis content parce que ça fera une vidéo d'1 heure à peu près pour YouTube, qui récapitule tout, donc ça, ce sera vachement cool avec des slides sympas. Donc là, là-dessus, je suis content. Voilà, paf, revenons ici. On est bien. Voilà, comme ça, je vais pas être en retard pour aller faire la vaisselle en plus. Ça, c'est cool. AMD fait trop penser à Intel qui va vouloir conforter ses actionnaires plutôt que les clients. C'est vrai. Alors, en même temps, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour toutes les boîtes Gundor. Il n'y a pas qu'AMD qui le fait.
Tout le monde le fait. Toutes les boîtes, hein, que ce soit AMD, Nvidia, Intel, MSI, Asus, tout ça, toutes ces boîtes-là confortent d'abord leurs actionnaires avant de conforter les clients. Et évidemment, en public, disent l'inverse. Disent, ah non, mais nous, on est là pour les gamers, attention, machin. En vrai, ils bossent tous pour les actionnaires et ils essaient au passage de contenter les clients. Mais ouais. Faire la vaisselle, ça y est, le mythe est ruiné. Eh ouais, je suis pas un alpha male, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je fais la vaisselle, je fais la bouffe, ouais. Bah ouais. Plus qu'à investir dans le big studio, la Tesla et tout et tout. On a toujours eu la première sauce avec la dernière génération de GPU, de CPU avec la hausse de prix. Bah là, ouais. Ouais, clairement. Et puis ils ont fait comme d'hab, là, ils ont commencé par annoncer... Il y a un truc que j'ai pas dit alors qu'on a beaucoup parlé du TDP. Il y a un truc qui est chiant aussi, c'est que désormais, aucun des 4 modèles, on va revenir là, aucun des 4 modèles qui ont été montrés ici avec leur gros TDP, aucun de ces 4 modèles ne sera vendu avec un ventirad intégré. Le 5600X, par exemple, il était vendu avec un ventirad intégré parce qu'il avait un TDP de 65 watts et que le ventirad, le vrai machin là d'AMD, il dissipe sans problème 65 watts. Il était vendu avec. Pas les suivants, notamment les 2 derniers là. Et là, il n'y en a aucun des 4 là qui sera livré avec un ventirad intégré. Et c'est inadmettable. Ça veut dire qu'en plus de coûter vachement cher et d'avoir un TDP en hausse, il va falloir obligatoirement s'acheter son ventirad soi-même parce que bah, ils le fournissent plus. Alors on verra avec les modèles en dessous. On verra avec les modèles en dessous s'ils arrivent quand même à faire quelque chose d'un peu plus propre et de fournir avec les Ryzen 3 et notamment les modèles un peu plus contenus. Si déjà ils arrivent à faire un TDP plus correct, j'aimerais bien. Mais oui, c'est inadmettable enfin. J'espère que tu manges pas de bœuf. Je sais pas ce qu'on mange ce soir, mais je crois pas. Non, on mange pas souvent de bœuf. On mange des burgers. Une fois par semaine, on mange un burger, il y a du bœuf. Mais je crois que c'est la seule fois de la semaine qu'on mange du bœuf. Sinon, non, on mange pas franchement vegan. On mange pas explicitement vegan, mais on a pas mal de repas sans viande, hein, mine de rien. Ouais. Reste à voir ce qu'Intel va proposer. Là, on va regarder avec beaucoup d'intérêt les Raptor Lake d'Intel, parce que là, il y a une occasion, hein, vraiment, pour Intel de reprendre un peu la tête et de revenir un peu dans la course, ouais, très clairement. Le bœuf et le mouton, c'est 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ouais, je sais, on en mange quasiment pas du bœuf, on en mange au max une fois par semaine, quoi. Bœuf et mouton compris, d'ailleurs, mais bon. Sinon, on mange pas mal de porc, mais bon. À quand ARM sur desktop? Ça existe déjà. Ça s'appelle Apple. Apple fait déjà du ARM sur desktop. Évidemment, tu parles pour les PC, j'imagine. Pour l'instant, on sait pas. On verra. Mais ça a pas l'air d'être dans les plans d'AMD. Et je crois pas que ce soit à court terme dans les plans d'Intel pour l'instant. Mais bon, ça viendra tôt ou tard, ça viendra parce que Apple justement a un peu pavé la voie et a montré qu'on pouvait faire d'excellents CPU simplement avec une architecture hyper connue comme l'ARM. Mais ouais. Va se me chercher quand avec ton jet. Faudrait un processeur ARM correct hors Apple. Bah, ça existe dans les téléphones, hein, concrètement. Les téléphones ont d'excellents CPU ARM qui pourraient quasiment rivaliser avec certains CPU d'entrée de gamme sur PC déjà, mine de rien. On est à 2 pas d'avoir un CPU PC correct ARM fait par Intel ou AMD, ça peut arriver. Hein. Mais bon, pour l'instant, ils sont très accrochés à leur AMD, avec l'architecture AMD 64. Donc, ils exploitent ça à fond pour le moment, mais ouais. Il existe déjà, tu l'as dit, effectivement, des CPU ARM dans les serveurs qui font un excellent taf. Ça viendra dans les PC de bureau, ça viendra. C'est qu'une question de temps. En vrai, c'est qu'une question de temps. Ça va venir. Parce que l'efficacité énergétique, elle est incroyable. Les perfs sont super bien. Enfin, Apple a prouvé qu'on pouvait faire d'excellents trucs avec juste du ARM. Donc franchement, ça viendra. On va y arriver.
Mais à regarder la roadmap d'AMD, ils n'ont pas prévu de faire du ARM avant quelques années, hein, visiblement. C'est pas dans leur plan. Hein. En tout cas, ils en parlent pas si c'est dans leur plan. Hein. Donc bon, on verra bien. À propos des serveurs, j'ai pas vu qui est en lead. Très honnêtement, j'en sais rien, Alpha Blue Light. J'ai pas regardé non plus. Là, je me suis intéressé vraiment au truc consumer, grand public, machin. Pour les serveurs, je sais pas qui est en... J'ai pas du tout fait le tour de l'actualité des serveurs. Je pourrais m'y intéresser, on pourrait faire un truc là-dessus. Parce que c'est vrai qu'en plus de ça, AMD a annoncé les EPIC, dont on n'a pas du tout parlé là, sur l'architecture Zen 4, machin, avec genre 96 cœurs, des trucs assez balèzes. Mais bon. Pourquoi juste ARM? Non, je dis juste ARM parce que ARM, c'est une architecture extrêmement connue, qui est absolument pas récente. Ça a été utilisé depuis des années et des années dans les téléphones, mais ça a été boudé par les constructeurs de CPU grand public pour PC, parce qu'ils arrivaient à faire tout ce qu'ils voulaient avec l'architecture AMD 64, et donc ils s'y sont jamais intéressés plus que ça, quoi. Aujourd'hui, avec ARM, on est capable de faire des choses impressionnantes, et Apple l'a montré. Donc on verra dans les CPU de PC si on arrive à avoir quelque chose de correct, mais dans les faits, on sait que c'est possible. On sait que c'est possible, il faut juste qu'AMD et Intel se bougent, quoi. Ou que quelqu'un d'autre débarque et fasse un CPU, une plateforme ARM pour PC qui lance Windows. Techniquement, ouais. Hein. Windows pour ARM, il existe. Hein. Vous avez Windows pour Raspberry Pi qui existe déjà. Donc techniquement, on est à 2 pas d'avoir... Putain, ouais, alors si c'est Elon Musk, j'aurais un peu le seum, mais techniquement, il n'y a rien qui l'en empêche. Il y a des trucs qui se cassent là. Ah, madame est rentrée. Bonsoir, madame. Elle m'a fait peur en faisant tomber un truc. C'est moins complexe dans le sens où il y a moins d'instructions par rapport à un CPU. C'est pas qu'il y a moins d'instructions, c'est... Enfin, encore que j'en sais rien, peut-être qu'il y a moins d'instructions, mais c'est pas tellement pour ça que je dis ça. C'est juste que... oui, le flou bouge. C'est pas tellement par rapport aux nombre d'instructions, c'est juste que c'est une architecture qui est presque ancienne, en fait, qui est très bien connue, très... voilà. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Enfin bref, voilà, madame est rentrée. On va aller passer un peu de temps avec madame. Oui, c'est moi qui fais la vaisselle. Faut que je la prévienne. C'est moi qui fais la vaisselle. Je sais pas si elle m'a entendu. Et Siri m'a écouté en plus. Bref, messieurs, dames, il est temps. Vous aussi, vous allez faire la vaisselle. Vous allez tous faire la vaisselle. Je vous regarde. Vous allez tous faire la vaisselle ce soir. Tout le monde là, ici, faites la vaisselle. C'est important. Faites la vaisselle. Bref, on va... Tu dois la faire depuis une semaine. Eh ben c'est maintenant ou jamais, Malax. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, on va regarder. Est-ce qu'on peut raid quelqu'un? Qui est-ce qu'on raid? Qui est-ce que vous voulez raid? On peut aller chez Ultia, on peut aller chez Angle Droit qui joue à Binding of Isaac. Ça c'est marrant, il n'y a que des femmes dans mes followers qui stream. Vous voulez aller chez qui? J'ai Paulinette, j'ai Zulzorender, j'ai Maudit, j'ai Angle Droit et j'ai Ultia. Vous voulez aller voir qui? Alpiro vote pour Maudit. Gundor vote pour Paulinette. J'ai un vote pour Maudit, j'ai un vote pour Angle Droit, j'ai un vote pour Paulinette. Je prends pas les votes négatifs, Yoxotot, je suis désolé. Mais je prends note de ce que tu me dis. J'ai un vote partout pour l'instant. Donc ton vote pas maudit n'annule pas le vote maudit, mais pas de préférence. J'ai un vote pour Zul, j'ai un vote partout, j'ai un deuxième vote pour maudit. Ah ouais, mais alors voilà, vous votez pour des gens que je n'ai pas dans mes following. Attendez. Poli, maudit, Farah, il y a plusieurs votes pour maudit. Il y a un autre vote pour Paulinette. On a 3 votes partout entre Paulinette et Maudit. Choisissez. 4e vote pour Poli. Allez, on va chez Poli. On va chez Paulinette, chez la Mifa. C'est la Mifa. Il y a If Didim qui est sorti de son silence. Bienvenue à toi pour dire Paulinette. Et Ubik qui est sorti de son silence aussi. Bienvenue à toi pour dire Maudit. Mais je crois que ça fait plus de votes. Ah, là, le vote à main levée a voté pour Paulinette.
Donc, je vous embrasse fort, je vous envoie chez Paulinette, vous lui faites des gros bisous. Le prochain stream, c'est jeudi soir. Jeudi soir, on termine Resident Evil Village à partir de 22h. Et ratez pas ça parce qu'on va voter pour le prochain jeu d'horreur qu'on fera en stream les jeudis soirs. Donc, soyez là, j'ai besoin de vous. Soyez là pour voter pour le prochain jeu. Je vous offrirai une sélection assez diverse, mais je mettrai pas à 10 bouts parce que sinon vous allez voter pour ça et ça va me faire chier. Et sinon, prochaine revue de presse, ce sera vendredi après-midi à 16h. On fera Pepperoni, la revue de presse jeux vidéo de la semaine. Et sinon, comme tous les samedis à 16h, on fait samedi bagarre. On va jouer à des jeux de bagarre, je ne sais pas encore quoi, mais on jouera à des jeux de bagarre. Vous inquiétez pas, comme tous les samedis. Et la prochaine revue de presse tech, c'est le lundi. Le lundi à 16h, c'est Hot Tech. On sera là le lundi pour faire le récap de la semaine passée. On parlera évidemment des Ryzen qui viennent d'être annoncés, des cartes mères éventuellement. J'espère qu'il y aura des news de ce côté-là. Dans tous les cas, je vous embrasse fort. Vous passez de ma part une excellente semaine, une excellente soirée. Bon appétit si vous allez manger. Vous ne bougez pas. On va chez Paulinette. Vous lui faites des gros bisous de ma part. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bonne soirée.